La France a mis son veto. C'était le seul pays qui a voté contre l'option de donner l'eau à des êtres humains. Tout simplement parce qu'ils sont nigériens et qu'ils relèvent d'un pays qui a décidé de prendre son destin en main à travers des chefs qu'on a toujours qualifiés de putschistes. Mais le putsch, nous le voyons ailleurs chaque jour. Oui. Quand chaque décision, même la loi des finances, elle est votée à coup d'article 49.3. Le 49.3, oui. On se demande où sont les putschistes. Depuis que Emmanuel Macron est là, il n'a pas pris une décision sans passer par le forceps de 49.3. Nous prenons des ordonnances, donc nous sommes collègues. Donc il ne faut plus nous accuser ou nous qualifier de putschistes. Si c'est des putschistes, nous sommes tous des putschistes. Si c'est les ordonnances qui définissent un putschiste. Mais nous ne sommes plus des putschistes. C'est dans la tête. Et nous, dans la tête, nous nous sommes libérés. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour notre pays. On va changer un peu le chapitre, Monsieur le Président. Tous les Nigériens s'accordent pour reconnaître que l'une des plus grandes réussites de votre régime, c'est dans le domaine de l'agriculture avec la grande irrigation. Pouvons-nous avoir quelques indications et surtout quelles sont les perspectives qui s'offrent à notre pays? Je commencerai par la dernière interrogation. Les perspectives qui s'offrent à notre pays sont belles. En moins de 2 ans d'expérimentation, la grande irrigation a fait ses preuves. Quand nous étions arrivés, à quoi avions-nous fait face? À un embargo sauvage, où même les produits médicaux étaient bloqués à la frontière de Malanville-Gaillard. Je dis même les produits pharmaceutiques, où l'électricité a été coupée, vous vous rappelez. Et sur injonction de qui? Sur injonction de Emmanuel Macron. Et c'est là qu'on exécuté au quart de tour. Nous avons tiré les conclusions. Aucune dépendance ne peut faire le bonheur d'un peuple. Un peuple qui choisit de vivre dans la dépendance vivra misérable et malheureux toute sa vie. Nous avions dit, ayons au moins l'intelligence d'assurer notre alimentation. Il ne faut pas qu'on attende que le riz nous vienne de l'extérieur. Il ne faut pas qu'on attende que le maïs nous vienne de l'extérieur. Le mil et le niébé, je n'en parlerai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons tous les atouts. Au Niger, nous avons l'eau, nous avons la terre, 1 267 000 km². Ou même dans le Ténéré, si vous plantez quelque chose ou vous sémez quelque chose, ça va pousser. Il suffit d'apporter l'eau. Nous avons le soleil. Dieu nous a bénis de ces 3 choses. L'eau, la terre, le soleil. Et pour tout agronome, il sait que ces 3 éléments réunis, même si c'est avec un doigt que vous travaillez, vous pouvez produire suffisamment pour vous nourrir. Pourquoi nous, le Niger, depuis là, on souffre? On n'arrive pas à assurer notre autosuffisance alimentaire. Nous avions échangé avec le génie rural, avec l'ONAHA, avec le ministère de l'Agriculture, avec la directrice du Fonds de solidarité. Il y a eu plusieurs présentations de projets pour qu'on voit ce qu'on peut faire et qu'au bout de 5 ans, nous, on avait pris 5 ans, qu'on soit autosuffisant. Mais il y a un investissement qu'il faut faire. Or, c'était tout, sauf ce qu'on disposait. L'investissement, c'est ce qu'on manquait. Mais on ne manquait pas d'initiative, on ne manquait pas d'énergie et on ne manquait pas aussi de débrouillardise. Nous avons dit, bon, nous allons développer un programme de grande irrigation qui va consister à réhabiliter à peu près, je crois, une dizaine de milliers d'hectares existants. Donc, on va les réhabiliter. On va
aménager une vingtaine de milliers d'hectares nouveaux. Au total, au bout de 5 ans, l'objectif était de mettre à la disposition des Nigériens à peu près 40 000 hectares. Sinon, c'est 39 600 et quelques. Donc, à peu près 30 000 hectares. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, à réhabiliter l'existant. Nous l'avions fait à Gaïa, nous l'avions fait à Zender, nous l'avions fait à Difa, en commençant par Difa d'ailleurs. Nous l'avions fait à Kazama, à Zender, donc. Nous l'avions fait à Djambali, à Maradi. Nous l'avions fait à Gaïa, comme je l'ai dit, et en fin de compte, dans la région de Tillabéri. Nous avons réhabilité des périmètres existants. Nous avons réussi, en moins de 2 ans, à réhabiliter un peu plus de 1000 hectares. Nous avons réussi, vous l'avez vu récemment, dans l'Aïr, l'Iraser, à faire, puisque ce n'est pas de la réhabilitation. Tigurut 1, 2 et 3, c'est carrément des sites nouveaux. C'est juste. Donc, en fin de compte, pour les sites nouveaux, nous avons pu réaliser au moins 8000 hectares comme ça, ou un peu moins. Donc, ce qui nous a donné cette capacité de produire et en périmètre et hors périmètre suffisamment de riz pour que déjà la première année de mise en application, puisque nous avons commencé le 20 mars 2024, donc déjà la première année, et vous l'avez suivi avant-hier, ce qui s'est passé au stade, la mise en vente de plus de 40 000 sacs. Donc nous avons été agréablement surpris de tourner le dos au déficit alimentaire. Le riz est disponible, le mil est disponible, le maïs est disponible et défiant tout prix ou toute concurrence actuellement disponible. Ça, c'est la grande irrigation. Ça, c'est pragmatique. Ça, c'est visuel. C'est ce que nous avons réussi à faire dans la grande irrigation. Nous avons réhabilité 9 sites. Nous avons identifié 81 nouveaux sites et que nous avons commencé à aménager. Et il y a actuellement 4000 hectares qui sont en étude. Oui. En plus des 81 sites qu'on a déjà identifiés et commencé à réaliser et qui sont en finition pour certains. Pour Tigurut, il reste Tigurut 3. Pour Difa, il reste également un autre périmètre qui fait dans les 150 hectares qui sont à finaliser. Et je crois que pour Difa, ça doit être même fini. C'est pour Tigurut que c'est en cours. Donc voilà ce que nous avons réussi à faire à travers la grande irrigation, être autosuffisant dans un délai qui nous a surpris. Parce que nous avons un objectif de 5 ans et nous avons fait ça en 2 ans. On ne peut que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir cette prouesse et remercier tous ceux qui ont participé à l'aventure de la grande irrigation, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit l'ONAHA, que ce soit le génie rural, que ce soit les producteurs, les coopératives, que ce soit le ministère des Finances, que de temps en temps, malgré la résistance, arrive à mettre quand même, et que ce soit le Fonds de solidarité qui a joué un rôle très important pour accompagner les Nigériens à se nourrir sans tendre la main. Et depuis que nous sommes là, vous n'avez jamais vu là où nous avons demandé l'aide alimentaire. Quand on nous propose l'aide alimentaire, nous disons que nous avons dépassé. Nous avons tourné le dos à l'aide alimentaire. Si vous êtes prêts à aller avec nous dans d'autres domaines, nous sommes prenants. Mais si c'est l'aide alimentaire, laissez-nous. Nous sommes assez intelligents, nous sommes assez forts, nous avons suffisamment de terre, d'eau et de soleil pour produire au profit de nos populations. Et c'est ce que nous ferons, Inch'Allah. Et on voit déjà les résultats.
Monsieur le Président, pouvons-nous avoir quelques éléments sur l'état de l'économie nigérienne et surtout quelles sont les perspectives sur ce plan? Bon, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, l'économie nigérienne, elle avance, elle se porte bien dans un environnement mondial perturbé. Et c'est ça aussi et qu'il faut dire aux Nigériens, que les difficultés, tensions de trésorerie et autres ne sont pas une caractéristique aux Nigériens. S'ils peuvent avoir juste un peu d'esprit de recherche pour aller, on peut prendre de 2000 à 2026 le taux de croissance du Niger, ils seront surpris. Beaucoup de pays qui nous rabâchent les oreilles étaient en croissance négative pendant près de 10 ans. Ce qui n'était pas le cas du Niger et ce qui n'est pas toujours le cas du Niger. On avait une croissance de 10,3%. Et en 2026, malgré la baisse, nous sommes à environ 7% pour ceux qui aiment la précision, 6,9%. Donc, le Niger se porte bien quand on considère l'environnement, parce que chaque chose, il faut la placer dans un contexte. Et nous sommes dans un contexte mondial qui n'est favorable à personne. Nous avons une croissance qui est forte. Nous avons un taux d'inflation qui est maîtrisé. Nous avons les comptes extérieurs qui sont excédentaires. Et nous avons également les services publics qui sont efficaces. En tout cas, tout ce début de prospérité bénéficie aux Nigériens. Et comment faire pour que ça bénéficie aux Nigériens? C'est maintenant la réflexion que nous devons pousser. Concrètement, comme je l'ai dit, en termes de croissance, nous sommes à 6,9%. En termes d'inflation, nous sommes à moins 4,4%. Ceci s'explique par le facteur de la grande irrigation que je viens d'expliquer. Les prix sont contrôlés. Vous avez un sac de 25 kg à 8 000 francs. Vous avez un sac de 25 kg à 11 500. Parce que ça dépend de la qualité du riz que vous voulez. Le riz 33 qui est le top, le riz 32 et les brisures. Deux types de brisures, 5% et 25%. Donc si vous voulez les brisures 5%, 25%, le sac c'est 8 000. Vous l'avez. Mais l'un dans l'autre, nous sommes loin des 20 000 qu'on nous avait infligés pendant l'embargo. Donc l'inflation est maîtrisée parce que qu'est-ce qui provoque l'inflation? C'est la variation des prix des produits de première nécessité. Donc, cette inflation, elle est maîtrisée là, à moins de 4,4%. Quand vous prenez le budget, nous avons réussi à exécuter le budget à hauteur de 1886 milliards. Voilà. Le budget que nous avons réussi à exécuter à 1886 milliards. C'est une prouesse. Nous avons réussi à réduire le déficit budgétaire pour le ramener de 4,1% à 3,2%. Nous avons réussi à maintenir la dette très basse à 43,2% du PIB, alors que le seuil d'alerte est à 70%. Aujourd'hui, je sais des pays qui sont à plus de 100%. Ils ont même craqué le plafond. Donc, nous avons réussi à stabiliser, mais le seuil d'alerte est à 70%.
dans le domaine des échanges avec le monde qui nous entoure. Puisque j'ai dit, nous sommes dans une globalité quand même, et nous sommes dans un système. Notre masse monétaire connaît une croissance d'environ 20%. Donc, c'est des signaux qui sont positifs. Le secteur secondaire a connu une croissance de 17,5%. Le secteur secondaire, 17,5%. Le crédit à l'économie, nous avons connu une croissance de 6,1% pour soutenir les BTP, les commerces, les services. Tout ça là, oui, 6,1%. Donc, et les perspectives pour l'année 2026 et l'année 2027 également sont positives. Donc, nous sommes convaincus que avec les orientations, avec la discipline que nous avons imposée, malgré les échos qui disent que c'est la belle vie, malgré tout cela, nous sommes convaincus que nous allons connaître des lendemains meilleurs. Je ne dirais pas que tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Nous connaissons des défis, de tensions, de liquidité, mais je l'ai dit, ce n'est pas propre au Niger, ce n'est pas propre d'ailleurs même à l'UEMOA, ce n'est pas propre à tous les pays africains. C'est une caractéristique qui s'observe dans les autres pays, même qui sont les donneurs de leçons. Donc, nous sommes conscients qu'il y a des tensions, qu'il y a des déficits en termes de monnaie, mais c'est des perspectives qui sont en tout cas encourageantes. C'est une situation qui est encourageante et c'est une maîtrise qui est là. Il faut se convaincre que si nous collectons 1 franc, et même si je ne l'ai pas dit, nous avons passé la collecte des impôts et taxes. Impôts et taxes. Nous avons passé de 883 milliards à 1103 milliards, soit une augmentation de 32,5%. Ce n'est pas rien. Et l'objectif pour cette année serait de pouvoir mobiliser 1800 et quelques milliards. Et c'est possible. Et nous allons faire en sorte que ça soit possible, Inch'Allah. Donc, il y a des perspectives. Il faut savoir dépenser 1 franc dans la bonne direction, dans l'investissement qui mérite d'être fait. Et c'est avec ça que nous allons montrer que la voie que nous avons choisie est la meilleure et que le peuple soit convaincu davantage que aucune lutte, si elle est menée avec sincérité, ne laisse le lutteur perdant. Et nous ne serons pas perdants, Inch'Allah. Certains estiment que la situation financière difficile que le Niger vit s'explique en partie par nos choix politiques, souvent en rupture avec les partenaires traditionnels du pays. Qu'en est-il exactement? Le Niger subit-il réellement un embargo de fait, Monsieur le Président? C'est ce qui est dit. Un embargo de fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut chaque jour et chaque fois qu'on doit faire une assertion, placer chaque chose dans son contexte. Les partenaires dont vous parlez, quelle est leur situation? Je pose la question à ceux qui posent la question. Quelle est la situation de ces partenaires-là? Elle est catastrophique. Donc, le Niger est dans un système plus que des difficultés. Quand je dis que c'est catastrophique, c'est que ce n'est pas de difficultés. C'est nous qui rencontrons des difficultés. Mais eux, ils sont dans une situation catastrophique. Mais on dirait que vous ne suivez pas les informations. L'actualité. Des informations qui viennent de chez eux. Ce n'est pas ce que nous diffusons, non. Suivez et vous comprendrez. C'est vrai, nous faisons face à des obstructions systématiques. Depuis le 26 juillet 2023,
Et ça, vous pouvez vous approcher du Premier ministre qui a conduit le bâton de pèlerin du ministère de l'économie et des finances dans toutes les rencontres où il fallait défendre les intérêts du Niger. La France s'est systématiquement opposée. Mieux, la France a battu campagne auprès de certains États pour qu'on refuse un copec au Niger. La dernière situation, pour vous montrer à quel point la France est mesquine. L'eau de Zender, allez-y demander au Premier ministre. La France a mis son veto. C'était le seul pays qui a voté contre l'option de donner l'eau à des êtres humains. Tout simplement parce qu'ils sont nigériens et qu'ils relèvent d'un pays qui a décidé de prendre son destin en main à travers des chefs qu'on a toujours qualifiés de putschistes. Mais le putsch, nous le voyons ailleurs chaque jour. Quand chaque décision, même la loi des finances, elle est votée à coup d'article 49.3, le 49.3, oui. On se demande où sont les putschistes. Depuis que Emmanuel Macron est là, il n'a pas pris une décision sans passer par le forceps de 49.3. Nous prenons des ordonnances, donc nous sommes collègues. Donc il ne faut plus nous accuser ou nous qualifier de putschistes. Si c'est des putschistes, nous sommes tous des putschistes. Si c'est les ordonnances qui définissent un putschiste. Mais nous ne sommes plus des putschistes. C'est dans la tête. Et nous, dans la tête, nous nous sommes libérés. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour notre pays. Et nous ne reculerons pas. On nous qualifie de putschistes, de Pharaon. Ça, c'est leur liberté d'expression. Mais la réalité, elle est connue. Quand chez eux, c'est catastrophique, chez nous, c'est difficile. Mais quand on a à manger, sans fouiller dans les poubelles, je crois qu'on peut dire Alhamdulillah. Et nous disons Alhamdulillah.